Et bonsoir les zines, bonsoir les uns, moi c'est Valentin Després et je suis ravi de vous retrouver pour ce premier épisode de la saison 2 de Demain le Monde. Je suis avec Mago, Louisa, Ben Chaban. Louisa, c'est comment ce soir? Contente de reprendre du service ou pas? Mais oui, mais quel plaisir vraiment de vous retrouver pour cette saison 2. Vraiment une saison incroyable qu'on vous a concoctée, carrément refait de vous retrouver pour vous proposer tout ça. Alors si comme nous, vous faites partie des gens qui pensent que le monde ne tourne pas bien rond en ce moment, qui s'attristent de le voir toujours plus pollué, toujours plus abîmé. Et qui ne comprennent pas pourquoi on laisse les plus pauvres s'appauvrir et les plus riches s'enrichir tout en faisant péter leur empreinte carbone. Alors vous êtes au bon endroit. Parce qu'ici, on ne se résigne toujours pas à ça. Alors Demain le Monde, c'est votre émission spéciale consacrée à l'écologie et à la justice sociale. On va essayer de refaire le monde ensemble. Et pourquoi pas d'en inventer un qui ne surexploite ni la planète ni les gens. Et justement aujourd'hui, pour refaire le monde avec nous, on a le plaisir d'être avec Swan Périssé. Comment ça va, Swan? Ça va très bien, j'ai adoré cette explication d'émission, c'est trop stylé. Trop bien, ça fait plaisir. Alors d'abord, qu'est-ce que ça t'évoque, Demain le Monde, Swan? En fait, vraiment la définition de l'écologie. Je trouve ça trop bien comme titre, bravo. Là, je vois le petit logo qui défile derrière et tout. Pour ceux qui regardent la vidéo, s'il y a une vidéo qui sort, mais en tout cas, pour l'audio guide, il y a Demain le Monde qui traverse une map monde et tout, c'est hyper stylé. Non, moi, ça m'évoque l'écologie. En fait, j'ai l'impression que l'écologie, dans l'imaginaire des gens, à cause des entreprises, c'est devenu un petit peu les petits gestes individuels. Et à cause des partis politiques qui ont dû lisser leur discours, c'est un peu du jardinage. Donc soit du jardinage, soit des petits éco-gestes. Alors que pour moi, l'écologie, c'est inventer le monde de demain avec plus de justice sociale. Donc vous êtes extrêmement pertinent avec vos choix. C'est un super résumé, ça fait plaisir. Alors Swan, pour te présenter un peu à celles et ceux qui te connaissent pas encore ou qui te connaissent pas bien, t'es humoriste, comédienne, productrice, créatrice de contenu. T'as commencé à te faire connaître sur YouTube il y a 10 ans déjà. T'as fait beaucoup de sketchs, de vidéos sur le féminisme, l'écologie. Et depuis à peu près 2 ans, t'as un peu mis de côté les réseaux pour rencontrer le public en vrai avec un spectacle d'humour qui s'appelle Calme. Tu le joueras à Paris, au Trianon, les 12 et 13 mai prochains, en tournée aussi un peu partout en France. En fait, c'est complet le Trianon, je me permets. Je les jouerai le 22 complet. Et 23 septembre à l'Olympia. Aussi. Ouais, bon, bravo. Parfait. Une belle date qui se rajoute. Cool. T'as aussi un livre avec Guillaume Meurice qui arrive le 11 avril prochain. Bouffon, l'humour est-il un sport de combat? Il y a aussi un podcast enregistré en public autour de l'écologie qui s'appelle Il y a plus de saison. Bref, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on peut aussi dire que t'as le rire le plus identifiable de tout le game. Exactement. Mais il va falloir me faire rire. Pour l'instant, démonstration, vous n'êtes pas ouf. On est très content de te recevoir ici aujourd'hui pour refaire le monde avec nous, d'autant plus qu'on en a bien besoin en ce moment avec tout ce qui se passe. Voilà, l'actualité qui s'accélère, le fascisme qui avance à grands pas, je t'apprends rien, la guerre qui est sur toutes les bouches. Toi, comment tu te sens en cette période un petit peu inquiétante, je pense qu'on peut le dire? Honnêtement, y a 2 choses qui se passent en parallèle. Il y a une espèce d'excitation qui n'a aucun sens et qui peut même être malsaine, qui est que j'ai énormément d'inspiration pour les vannes. Mais aussi, j'ai l'impression que ça redore un peu l'utilité de mon métier. Ouais. Depuis en fait, les élections législatives anticipées de l'année dernière, j'ai l'impression que mon métier il a pris une autre dimension, celle aussi de vulgariser, de rendre accessible, de convaincre, de sensibiliser et tout simplement, et je pensais pas en arriver là, mais d'informer avec de l'information qui est vraie. Donc il y a ce côté un peu excitant quoi, ok, mon métier en fait il sert à quelque chose et c'est des choses que je sens depuis longtemps, que je travaille depuis des années et là je peux exploiter ce métier à part entière pour parler différemment aux gens. Et en parallèle, vous pouvez peut-être l'entendre à ma voix et avec tout ce que tu viens d'évoquer, moi j'ai un grand épuisement. Je pense que c'est dû aussi à l'actu et au fait de vouloir absolument faire des blagues sur tout ce qui nous tombe dessus et donner du courage aux gens. Finalement, j'en oublie un peu mon cœur et mon repos. Donc là, je suis très, très fatiguée. Ouais, voilà. Ouais. En tout cas, ça prouve qu'on a bien besoin de refaire le monde, d'en réinventer un plus durable, plus humain pour toutes et tous. C'est ce qu'on va faire. Mais avant, il faut que tu saches que dans Demain le Monde, on a une tradition. C'est qu'on évacue nos émotions contraires en début d'émission, les hypes comme les sommes. Et on va commencer tout de suite avec toi, Louisa. Qu'est-ce qui t'a hypé ces derniers temps, Louisa? Alors d'abord, imaginez une montagne qui détient des droits comparables à ceux d'un humain pour qu'elle ne soit plus considérée comme un objet à exploiter, mais comme un être à protéger. C'est ce qui est arrivé en Nouvelle-Zélande au mont Taranaki Maungo, qui a récemment obtenu une reconnaissance... C'est pas facile. Donc cette montagne, elle a récemment obtenu une reconnaissance juridique en tant qu'entité vivante. Incroyable. C'est une victoire pour la nature, mais aussi pour les peuples autochtones
qui depuis toujours joue un rôle essentiel dans la protection des écosystèmes et qui considèrent cette montagne comme l'un de leurs ancêtres. Donc plus généralement, ils considèrent le milieu naturel comme faisant partie de leurs croyances. Et c'est une avancée environnementale déjà parce que accorder des droits à une montagne, un fleuve ou encore une forêt, ça signifie qu'en cas de pollution ou d'atteinte à son intégrité, des actions en justice peuvent être intentées en son nom. Donc la Nouvelle-Zélande l'a déjà fait par exemple en 2017 pour un fleuve et ça se fait de plus en plus dans le monde, en Amazonie, pour le Gange aussi. Et cette reconnaissance, ça signifie que la montagne ne peut plus être traitée comme une simple ressource à exploiter. Son écosystème doit être préservé, les décisions qui la concernent doivent être prises dans le respect de son intégrité, encore une fois. C'est une victoire hyper précieuse dans un monde où la déforestation, l'exploitation minière ou l'urbanisation menacent chaque jour un peu plus notre nature et la planète. Une actu qui fait du bien. Je te vois Ça prendre des notes, toi. Ouais. Studieuse. Ouais, je me dis, moi aussi j'ai des bonnes nouvelles. Peut-être ils vont me demander après. Ah. Mais c'est trop bien. Qu'est-ce qui t'a hypé toi récemment, par exemple? Moi, il y a vraiment plein de choses qui m'ont hypé. Mais il y en a deux. Il y en a un, c'est un humoriste que j'ai découvert qui s'appelle Arthur Gomez sur les réseaux sociaux. Il me fait vraiment taper des barres. Il parle pas encore d'écologie, mais j'essaye de l'embrigader pour m'aider à écrire pour Il y a plus de saison mon podcast sur l'écologie. Et il est trop drôle, je l'ai découvert, il est, je sais pas, j'adore sa façon d'écrire et tout, donc il fait juste des petites vidéos sur les réseaux sociaux et des spectacles, pardon, il fera, je pense, du stand-up très prochainement, mais c'est pas encore visible. Voilà, il a fait un truc, une vidéo contre le salut nazi d'Elon Musk. Contre les dingueries t'as vu, c'est difficile de les avoir tout en tête, il y en a tellement qu'on est perdu carrément. Exactement. Ça nous a fait plaisir. Et toi, Valentin, t'as eu le seum récemment, je crois. Et moi, j'ai trop le seum depuis que je suis né. Ouais, l'équipe, moi, ce qui m'a foutu le seum depuis quelques semaines, quelques mois en vérité, c'est tout l'emballement qu'il peut y avoir autour de l'IA. En gros, j'ai l'impression que depuis que ChatGPT a été mis à disposition du public, ça part un peu en cacahuète. Là, je sais pas si vous avez suivi, mais début février, il y a quelques semaines, il y a eu le sommet sur l'intelligence artificielle à Paris. Et Emmanuel Macron en a profité pour annoncer des investissements privés de 109 milliards en France dans les prochaines années. À titre de comparaison, le budget de l'État alloué à l'écologie pour 2025, il est de 21 milliards. En fait, pour moi, il y a plein de problèmes liés à l'IA et je trouve ça fou que le monde se lance sans retenue dans cette course en faisant semblant de ne pas les voir. Déjà, écologiquement, on sait que l'IA, elle a besoin d'énormément d'eau pour refroidir les serveurs. D'après certains chercheurs, quelques questions seulement à ChatGPT, c'est un demi-litre d'eau utilisée. Donc quand on sait que d'ici 2050, la moitié de la population terrestre aura des problèmes d'accès à l'eau, il n'y a pas à chercher très loin pour comprendre qu'il va y avoir un problème. Puis l'IA, c'est aussi des serveurs en pagaille, donc toujours plus de métaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits pour mettre la main sur ces matériaux, pour fabriquer nos téléphones, nos ordis, nos montres connectées, etc. Il y a par exemple une grave crise au Congo dont on vous parlera dans une prochaine émission. Puis même d'un point de vue plus sociétal, moi j'ai l'impression qu'on va se créer des dépendances dont on va avoir du mal à se passer. Déjà, je vois, nous, notre génération, on a du mal à se passer d'internet, de nos téléphones. La suivante, elle aura du mal à se passer tout simplement de l'IA. Toi, Swan, comment tu perçois un peu cet engouement autour de l'IA? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu as l'impression qu'on va dans la mauvaise direction? Encore une fois, moi j'ai deux sons de cloche. Un qui est plutôt drôle, qui est moi qui suis là, l'IA, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression d'être. J'ai vraiment un pote qui m'a dit la boumeuse du groupe. Je suis déjà la boumeuse du groupe, mais qui est vraiment. J'ai un pote qui m'a dit si tu refuses de t'intéresser à l'IA, c'est comme si tu refusais de t'intéresser aux ordinateurs ou à Internet et que tu choisissais le Minitel à la place. Donc un côté coup de vieux, je suis vraiment, j'ai rien capté et je vais m'exclure de la société en refusant ça. Et un autre côté où je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu racontes. En plus avec, j'ai eu l'avis un peu éclairé par Paloma Moritz, qui est donc une grande journaliste écolo, qui parle de technosolutionnisme. Encore une fois, j'ai l'impression que les gens ils se bercent d'illusions en pensant que dans 50 ans, tous les robots feront tout à notre place, etc. Alors qu'on n'a tout simplement pas les ressources nécessaires. Donc, pour la déployer, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Ouais. Complètement. Bon, en tout cas, maintenant qu'on a bien vidé nos sacs, on va pouvoir refaire le monde avec toi, Swan. Et ce soir, on a le plaisir d'ouvrir la saison 2 de Demain le Monde avec l'humoriste et créatrice de contenu Swan Périssé. Et c'est intéressant parce que je regardais tes anciennes vidéos et tu disais toi-même que pendant une trentaine d'années, tu avais été un peu le cliché de la parisienne, c'est tes mots. Tu sortais de grande école, tu faisais des sorties shopping un peu régulières.
rivière. Sauf qu'ensuite, tu as décidé de faire le tour de France pour découvrir un peu des alternatives écologiques un peu partout sur le territoire. Et le déclencheur de tout ça, je crois que c'est une petite caravane. Est-ce que tu peux nous raconter ? Avec grand plaisir. Donc pendant le confinement, moi j'ai eu un confinement vraiment grosse remise en question puisque j'avais quitté le collectif de youtubeurs avec lequel je travaillais. Je faisais plein de vidéos mais de divertissement pur. Puis je trouvais pas trop de sens là-dedans, même si ça fonctionnait bien. Je gagnais plein d'argent, je faisais plein de vues. Je m'ennuyais quoi. C'était pas mon truc, j'étais hyper stressée. Enfin, j'étais pas alignée quoi. Et en plus, j'avais vécu une grosse rupture amoureuse, donc vraiment le confinement, non seulement on était tous ravagés de la tête, mais en plus j'avais eu ces deux gros changements. Donc je me suis dit, il faut que je change de vie, j'avais envie de voyager, j'avais envie de bricoler, et je me suis rappelé que ma maman avait hérité d'une toute petite caravane que j'ai appelée plus tard Tatiana. 4 mètres carrés, c'est ça ? Voilà, 4 mètres carrés qui appartenait à mon grand-père. Et je venais juste d'avoir mon permis, alors j'avais 29 ans, donc une vraie parisienne, quoi. 28-29 ans. Et j'ai décidé de partir avec cette caravane à travers la France, me rendre chez mes abonnés qui avaient donné leur autorisation quand même, qui avaient rempli un petit formulaire, quoi. Et je suis allée chez eux les aider à construire des toilettes sèches, à cuisiner végétarien, à apprendre à faire des trucs écolos, quoi. Et je crois que dans cette caravane, t'avais ni douche, ni toilette. Enfin, en termes ouais, de pas de confort, douche, ouais. C'était vraiment un gros changement. Comment ça s'est passé, cette vie un peu à la dure ? Bah, moi, j'aime trop réduire le confort pour me rendre compte du luxe que c'est après de prendre une douche chaude. Là, je m'en rends bien compte en tournée. Parfois, je suis dans des hôtels très luxueux. Chez moi, mon lit est pas spécialement confortable, mais quand je suis à l'hôtel, je me dis quel luxe d'avoir rien que des draps propres. Donc en fait, il suffit de pas se laver pour apprécier le luxe. Voilà, exactement. Mais je me suis beaucoup baignée dans les rivières, même en plein hiver, etc. Et donc, j'ai fait caca dans toutes les forêts de France, je pense. Un beau palmarès. Exactement, c'est vraiment interdit par la loi. J'espère que je ne vais pas me faire arrêter. Mais il y a un moment, il faut bien faire ce qu'on a à faire. Voilà, je n'avais pas de chauffage dans ma caravane et j'ai vraiment fait 2 hivers. Donc, parfois, il faisait 4 degrés, 10 degrés dans la caravane et tout. Donc, tu apprends à dormir comme tu peux. Dans le froid. Tu apprends l'utilité des bonnets de nuit, figure-toi. Comme à l'ancienne, tu sais, où genre, c'est pas dans les schtroumpfs qu'ils ont des bonnets de nuit. Si. Donc, pas à l'ancienne, en fait. Ça n'existe pas, c'est la science-fiction. Ils ont juste des Je sais pas si bonnets. on peut dire que c'est la science-fiction, mais non, je crois qu'ils ont des bonnets de nuit avec des pompons et tout. Bon, bref. Les bonnets de nuit, en fait, vous apprendrez que quand vous avez vraiment froid la nuit, il faut couvrir ses pieds et sa tête, parce que tu attrapes froid par le crâne. Donc, voilà. Donc, tu as fait plein de choses pendant ces deux années-là. Il y a 3 ans, tu avais même été visiter un éco-village dans le Béarn et tu avais résumé une de tes journées dans une vidéo YouTube qui s'appelait « On mange ce qu'il y a dans le jardin ». Et la conclusion de la vidéo, c'était ça. C'est fatigant de ouf de faire à manger, vraiment. Je sais pas du tout si ce que j'ai filmé c'est représentatif de la ferme légère. En tout cas, sachez qu'à chaque fois que je viens ici, je me sens heureuse, ressourcée. J'ai l'impression qu'on n'a pas besoin d'énormément de choses pour être heureux. Juste des bonnes tomates du jardin et de la sauce soja pour les aubergines. Ça, c'est important. Apparemment, on n'avait pas non plus besoin d'un bon micro pour être heureux. Mais allez, ça fait des gros taquets. Bon, elle a 3 ans la vidéo, donc t'as une bonne excuse. Non, mais globalement, est-ce que t'es toujours sur la même conclusion aujourd'hui ? Alors oui, par contre, c'est complètement faux que ma vie ressemble à ça, quoi. En fait, je trouve que c'est un long chemin et puis je suis toujours rattrapée par mes envies superficielles, mes envies de succès. Tu vois, là, je fais un spectacle, il y a eu plus de 50 000 spectateurs. Pour pouvoir me rendre dans les 4 coins de la France, je prends l'avion 4 fois par semaine. Non, je rigole. Pas du tout. Non, j'y vais en train, mais par contre, c'est des sacrifices. Enfin, tu vois, je fais pas du tout pousser mes tomates et j'ai pas du tout une vie simple. Ouais. Donc... Mais oui, c'était incroyable. Ça s'appelle la Ferme Légère, l'endroit où j'étais allée, où je continue à aller régulièrement. Et c'est vraiment des gens qui essaient de vivre avec le moins de consommation de pétrole possible. Et c'est très inspirant. Tu as fait ce tour de France, du coup, des initiatives, mais aussi des gestes un peu individuels. Mais ensuite, tu t'es rendu compte que cette écologie des petits gestes, elle allait pas suffire. Si on veut repenser l'avenir, tu as compris qu'il fallait créer un rapport de force politique pour exiger ensuite un monde plus écologique. Comment est-ce que tu t'es rendu compte de ça ? Je me suis rendu compte de ça parce que j'étais épuisée. Donc, j'essayais de continuer à faire des vidéos YouTube 2 fois par semaine, à faire des placements de produits pour pouvoir en parler sur Insta, pour avoir des sous, pour pouvoir payer mes monteurs, payer mes caméras, pour filmer. Et en plus, je faisais mon déo avec de la maïzena. En plus, ça pue, c'est nul. J'essayais de faire pousser désespérément des trucs et des machins. Je me souviens que j'avais acheté une yaourtière. Et jamais de ma vie, je voulais renoncer à la yaourtière parce que j'avais acheté l'électronique neuf. Donc, je faisais mes yaourts, mais après, je les mettais dans ma caravane. Ma caravane secouait et tout. Je me retrouvais avec du yaourt sur mon lit. Enfin, c'était vraiment la catastrophe, genre.
Et je me suis dit, en fait, si ça repose que sur les individus, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une réduction du temps de travail, s'il n'y a pas une mise en commun des forces de travail, si on ne décide pas ensemble que on va mettre moins de trucs dégueux au supermarché, mais donc ensemble on fait pousser d'autres choses, etc., c'est juste pas vivable, quoi. Si on dit à tous les gens, c'est votre faute, c'est à vous de faire des gestes écolos, c'est là qu'est née l'idée de la politique. Parfait. En tout cas, nous ici, dans Demain le Monde, on est aussi convaincus que les petits gestes, les engagements individuels et isolés, ça suffira pas. C'est la société dans son entièreté qui doit être embarquée dans cette transition pour un monde plus juste pour les gens, plus durable pour la planète. Et pour ça, il va falloir prendre des décisions collectives, faire des choix politiques. Et justement, en parlant de politique, aujourd'hui, les sujets dont on entend malheureusement beaucoup parler, c'est pas trop l'écologie, la justice sociale, c'est plutôt la défense, l'identité. Donc on a décidé, Swan, de te proposer de constituer ton propre gouvernement. Coup de tonnerre, François Bayrou est finalement désavoué par ses soutiens les plus fervents. Dans les sondages d'opinion intitulés « Qui pour remplacer l'actuel Premier ministre ?», un nom revient en boucle, celui de Swan Périssé. Et c'est ainsi qu'à la surprise générale, le président de la République acculé cède à la volonté du peuple et te nomme Swan Périssé à Matignon. Pas président, mais Premier ministre dans un premier temps. On veut savoir qui tu mets dans ton gouvernement et pourquoi, sauf qu'on te rajoute une petite difficulté, t'as pas le droit de citer de personnalités trop politiques. Alors pour commencer, qui tu mettrais à la transition écologique? Alors, je mettrais clairement plusieurs personnes. Je mettrais un collectif. Je mettrais l'association des shifters. Parce que j'ai l'impression que c'est des gens quand même très très sérieux qui ont déjà le manuel. Ils ont sorti il y a quelques années un livre illisible, insupportable, le programme qui s'appelle Plan de transformation de l'économie française. Moi, attirée par l'image, parce que c'est une Française qui a le bras relevé comme ça, donc c'est un petit clin d'œil au féminisme. Pas que ce soit beaucoup de femmes dans cet assaut, parce que c'est beaucoup des ingénieurs geeks, mecs, mais bon, c'est pas grave. Et en gros, eux, ils ont carrément bossé. Ils ont dit, dans le transport, voilà comment on fait la transition écolo, dans l'alimentation, etc. Et c'est trop intéressant de leur parler. Par exemple, ils disent pas, on va arrêter de faire des événements culturels, on va arrêter de faire la fête, il faudrait faire la fête comme ci, comme ça, il faudrait faire des événements culturels comme ci, comme ça. Donc c'est vraiment des gens qui ont bossé leur sujet et ça me paraît les gens les plus pertinents. En plus, ils savent travailler ensemble, ça fait des années. C'est un peu des associations, des bénévoles, un peu des gens salariés. Donc vraiment les shifters. Et c'est intéressant aussi d'avoir plusieurs personnes et pas juste une personne sur qui tout va Exactement, notamment vu le sujet. Et tu mettrais qui au ministère de la Culture? Au ministère de la Culture, je mettrais MC Danse pour le climat. J'ai cru comprendre que vous l'avez déjà reçu dans la saison 1. Bien sûr, vous pouvez écouter ça en podcast sur l'application Radio France, sur la deuxième chaîne YouTube de Move, un peu partout. C'est une techno-activiste. Genre, elle fait de la techno et elle milite à travers la techno. Donc, elle est DJ, elle est dans des collectifs qui foutent l'ambiance dans les manifs, mais aussi en soirée. Et elle dit que son rêve, c'est de se retrouver un peu dans une confrontation un peu intense avec des gens avec qui elle n'est pas d'accord. C'est pas forcément la police, ça peut être genre des grosses entreprises dans de la désobéissance civile. Et elle, son but dans la vie, c'est d'être DJ à ce moment-là, quoi. Donc j'imagine vraiment des grenades, des bombes lacrymo qui s'envoient et tout. Et elle qui fout le feu, quoi. Puis, c'est une femme qui met la culture au centre du combat et donc la joie. Et pour moi, ce serait la meilleure ministre. Puis il y a cette notion aussi de rendre la politique fun, etc., la lutte fun, qu'on trouve hyper intéressante. Elle est inspirante, elle est sexy, elle donne envie de danser, de se retrousser les manches, de prendre soin de soi. C'est vraiment une tueuse, j'adore. Autre poste d'importance, parce que c'est là que tout commence, qui tu mettrais à l'éducation nationale? À l'éducation nationale, je mettrais Claire Nouvian, donc spécialiste de l'océan, tout simplement parce que, en plus d'être inspirante, militante, de faire de la politique, d'être une militante acharnée, elle connaît vraiment plein de petits animaux dans la mer et plein de petits animaux sur la plage. Et je me dis, moi j'aimerais trop avoir une prof qui m'explique comment on change la loi. Enfin, c'est pas une prof, mais une femme qui inspire, donc notamment les profs, les programmes, qui sait expliquer comment on change les lois, comment on est un bon citoyen, mais aussi nous parler d'animaux qui existent à 2 km sous la mer. Je sais même pas si la mer elle est profonde de 2 km, je connais rien. Mais nous parler de créatures du fond de l'océan avec amour et passion, alors qu'il s'agit quand même de petits êtres visqueux et a priori pas très ragoûtants. Et ça serait quoi tes 3 premiers chantiers? Premier chantier, clairement la décroissance. Et je sais pas si on peut nommer un autre ministre, mais il faut que ce soit Timothée Parric qui s'en occupe. Parce que tout le monde a envie de lui faire l'amour. Économiste, auteur d'une thèse aussi sur la décroissance accessoirement. Entre autres, ça. Et il a aussi une super moustache. Non, mais encore, alors que je connais très bien son travail, j'ai lu son livre et tout. La semaine dernière, j'ai vu
une conférence qu'il fait au MK2 bibliothèque dans la plus grande salle. Une fois par mois, il fait des conférences. Je ne sais pas si c'est gratuit, mais en tout cas, je sais que c'est très accessible financièrement. Et il racontait comment on pouvait travailler moins pour le bonheur, pour l'écologie, et que ça servirait même l'économie. Donc lui, c'est vraiment un spécialiste de la décroissance. Ça apporterait plus de santé, plus de bonheur, et je pense qu'il faut vraiment le mettre sur ce chantier. Parfait. Et les deux autres, bien sûr. Allez, on attend. la santé, je pense qu'aujourd'hui en France, on essaie de résister encore à ne pas privatiser ce secteur, mais que ça se dégrade de plus en plus. Je sais qu'il y a des déserts médicaux, je sais que c'est très difficile d'avoir rendez-vous chez des spécialistes dans certains endroits. Et donc la santé, je pense qu'il faut vraiment s'y accrocher. Je vois ce qui se passe aux États-Unis, même si ça a toujours été privatisé, ça devient de pire en pire. Là, notre cher nazi Elon Musk est en train vraiment de démanteler le reste de l'aide. Et n'oublions pas qu'une population en bonne santé, c'est la bonne santé pour tous et toutes. Ce que Donald Trump a fait avec USAID, ça va apporter une recrudescence du paludisme, du sida, etc. Et si on croit qu'on est protégé parce que dans certains pays pauvres, il y aura plus de sida et de paludisme, on a vraiment tort parce que le monde dépend de la santé des autres êtres humains. Donc c'est pas parce que toi tu vas bien que genre tout et les autres s'effondrent autour de toi, ne crois pas que ça va pas te toucher. Donc la santé, ça me paraît évident. Et le logement, il y a trop de gens qui sont mal logés en France. C'est une catastrophe, alors qu'il y a plein de gens qui possèdent beaucoup de propriétés. Ça serait bien d'ouvrir les portes. Ouais, carrément. Alors, on a parlé un peu de ta période YouTube, de ton tour de France en caravane des initiatives écologiques. Mais c'est vrai que depuis 2 ans, tu fais surtout du spectacle vivant. D'ailleurs, en ce moment, tu es en tournée avec ton spectacle Calme, que tu joueras le 12 et 13 mai au Trianon à Paris. Il y a des nouvelles dates qui viennent de s'ajouter à l'Olympia. 22-23 septembre à l'Olympia. 22-23 septembre à l'Olympia. Et puis, tu es en tournée aussi jusque début 2026, je crois, un peu partout en France. Nous, on l'a vu, ce spectacle, et on a remarqué que tu parlais un peu d'écologie, mais surtout aussi beaucoup de féminisme. Pourquoi, à ton avis, est-ce que ces luttes-là, elles sont liées? Pourquoi ça fait du sens de parler d'écologie et de féminisme dans le même spectacle? Moi, j'espère être la queen de l'écoféminisme un jour, j'y bosse. Pour moi, encore une fois, c'est pour ça que votre titre d'émission est super. Demain, le monde. Pour moi, l'écologie, c'est inventer un monde nouveau où on se pose tous autour d'une table et on se dit à quoi on voudrait que ça ressemble en fait. Que maintenant qu'on voit bien que travailler du matin jusqu'au soir, exploiter les ressources, ça va amener à la destruction de notre espèce. Qu'est-ce qu'on décide de faire de tout ce temps, de toutes ces émotions, de notre bipédie, de notre façon d'aimer, de partager. Et pourquoi pas en profiter pour créer un monde féministe. Partir sur des bases différentes et pas avoir les mêmes torts qu'on a pu les avoir. Exactement. Moi, j'aurais aimé faire un spectacle où je parle énormément d'écologie et de féminisme, mais en fait je pouvais pas tout traiter en 1h30, et donc je me suis dit il y a plus de saison, c'est mon podcast, mon espèce de talk show drôle sur l'écologie où je parle à des spécialistes, et Calme, un spectacle sur la colère et l'indignation. Après, les gens ils le prennent comme ils veulent, mais moi personnellement je suis tout le temps indignée par les mesures non écologiques qui sont dans la presse, par l'indifférence au fait qu'il y a des gens qui meurent à cause des richesses des autres. Donc c'est un spectacle sur la colère où je parle beaucoup de féminisme, mais j'espère qu'il y a plein de gens qui prennent ça et qui ensuite s'emparent de ces sujets pour lutter dans l'écologie. Et justement, tu disais que dans ton spectacle, tu parles de colère. C'est un sentiment dont on prive beaucoup les petites filles et au contraire, pas vraiment les petits garçons, dont pourtant on a besoin d'exprimer ce sentiment. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, on peut être en colère un peu tout le temps, surtout quand on est sensible à l'écologie et quand on voit le monde qui nous entoure. Donc comment tu fais, toi, pour ne pas te laisser totalement grignoter par la colère? J'essaie justement de ne pas la refouler et de ne pas me dire que c'est pas normal, d'accepter les moments d'épuisement, de découragement pleinement, pour me dire je suis là à rabâcher toute la journée, que la vie c'est pas fait pour travailler de 9h à 2h du matin en ce qui me concerne. Donc quand il y a des gros coups de mou, j'essaye de les accueillir, j'essaye de faire la même chose avec ma salariée ou mes équipes, de parfois il y a un coup de mou, ça va pas, on va ralentir le rythme. Je suis pas encore à la semaine de 4 heures, ni pour moi ni pour mes salariés, mais peut-être un jour. Semaine de 4 jours. Je devrais pas dire ça, je vais pas lui faire écouter. 4 heures, ça pardon. Semaine de 4 heures, là vraiment on aura bien progressé. Non, il y a vraiment, je crois, il y a la semaine de 4 jours. Tu condenses les heures de travail sur 4 jours, mais il y a des gens qui parlent de travailler que 4 heures par semaine, si je dis pas de bêtises, je crois. C'est pas une proposition économique sérieuse, alors que la semaine de 4 jours est une proposition économique sérieuse. Mais il y a des gens qui disent vas-y, comment tu arrives dans ta vie à travailler que 4 heures par semaine. Moi c'est pas du tout mon cas, mais donc j'essaie d'accueillir la colère et de
limite de la faire fructifier et ensuite de canaliser. Pour moi, les émotions, c'est quelque chose ça vient du latin movere et ça bouge ton corps. Et pour moi, c'est des signaux. Comme quand tu te brûles, quand tu te cognes, ça veut dire que tu mets ta main au mauvais endroit ou que tu te prends la porte. Voilà, pour moi, les émotions, elles sont là pour te dire non, c'est pas juste, c'est pas pour toi ou tu dois pas être dans ce combat-là, etc. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me disent comment tu fais ton métier, bosser, pourquoi t'as pas peur sur scène et tout. Pour moi, c'est la justesse pure, alors que d'autres personnes font d'autres métiers où je suis là, j'y arriverai jamais. Ils sont au téléphone toute la journée. Les métiers vraiment de production exécutive, par exemple. Moi, je sais que je pourrais pas, donc les émotions, elles sont là pour te dire aussi, c'est pas pour toi, va voir ailleurs, quoi. Et d'ailleurs, Swan, à côté de ton taf artistique, tu milites aussi un peu sur le terrain. L'an dernier, tu étais présente lors des manifestations contre le projet d'autoroute A69 dont on vient de parler, donc une autoroute entre Toulouse et Castres. Raconte-nous pourquoi tu as eu envie d'y aller et de t'engager physiquement sur le terrain. Parce que déjà, c'est un projet sur lequel beaucoup de gens sont d'accord. Non seulement c'est un projet qui artificialise les sols alors qu'il n'y a pas besoin, c'est un projet qui coûte cher, qui va servir que à des gens qui ont les moyens. Plein de citoyens n'ont pas du tout été informés de ce qui se passe. Vraiment, les scientifiques disent que c'est obsolète, etc. Encore une fois, plein de scientifiques du GIEC disent pourquoi pas construire des autoroutes quand il y en a besoin dans des endroits. Si ça permet justement de réduire des déserts médicaux, de désenclaver des régions, de créer de l'emploi pertinent au bon endroit. Mais là, vraiment, j'ai l'impression que beaucoup de gens étaient d'accord, sauf les gens qui n'étaient pas sensibilisés, qui voyaient ensuite les écolos comme des ennemis, des fouteurs de merde, etc. En fait, on est opaque, on cache toutes les infos aux gens et après on dit les gens ils sont pour. Non, c'est parce qu'il y a eu de la désinformation. Donc c'était bouleversant pour moi d'aller dans un des week-ends de lutte contre l'autoroute A69 parce qu'il y avait des familles, des scientifiques, des gens sympas. C'était comme un festival joyeux. C'était pas du tout une bande de babos illégaux. Et en fait, j'ai été très, très, très choquée parce que donc des scientifiques, des familles, des journalistes, des gens qui venaient pour la première fois à une manif de cette sorte. En fait, on s'est tous retrouvés. Toi, c'était ton cas, d'ailleurs ? Oui, c'était mon cas. Ouais. Moi, je manifeste beaucoup, je partage beaucoup d'informations, mais je vais très rarement sur place, sur des lieux de lutte. On était dans un endroit complètement légal, sur un terrain privé. Il y avait vraiment des tipis, de la musique. On aurait dit un festival, vraiment la fête de l'humain, un truc vraiment organisé, propre, légal, etc. Et en fait, la police est venue à lancer des bombes lacrymo sur vraiment les enfants, les familles. On a dû cacher ces gens-là pour pas que les enfants se prennent des bombes lacrymo dans les yeux. Ça a déclenché des incendies. J'ai halluciné, quoi. Des gens qui étaient prêts à discuter alors qu'on était légalement sur cet endroit. Donc en plus, il y a eu une violence inouïe. Et en plus, là, récemment, il y a 3 semaines, autour du 20 février, je crois, alors qu'il y a eu plein de victoires écologiques cette même semaine, les travaux de l'autoroute A69 ont été interdits. Alors, c'est trop tard dans le sens où il y a plein de forêts qui ont été rasées, mais c'est des combats symboliques. Pareil, les méga-bassines, quand il y avait eu l'histoire des méga-bassines, en gros, une répression très sévère contre les militants, cette méga-bassine-là, elle n'a pas été interdite, mais depuis, il y a plein de gens qui ont abandonné la construction de méga-bassines, qui ont dit « Oulala, on ne veut pas avoir de problème, nous, on va trouver d'autres solutions pour mieux répartir l'eau, pour faire des choses plus écologiques. » Pareil, il y a plein de gens, je pense, qui ont renoncé à des travaux d'autoroute en disant voilà, c'est trop la merde. Moi, j'ai pas envie de cautionner la mort de certains militants, on va pas déforester, etc. Donc, ça prouve aussi que les combats, ils sont pas tout le temps 100% gagnés. Parfois, c'est une petite victoire ou beaucoup d'échecs, mais une victoire à la fin pour le futur, quoi. Donc, le militer, ça sert toujours, même si on ne gagne pas tout ce qu'on veut 100% du temps. Et c'est le cas aussi de la démocratie, en fait. On discute ensemble, etc. Il faut rester tenace. Bravo pour ce combat, en tout cas, et bravo à tous les militants qui sont restés perchés à des arbres pendant plusieurs années. Les écureuils. Voilà. C'est ça, et c'est vrai que sur Sainte-Soline, t'en parlais, sur la 69, on a beaucoup vu émerger le terme d'éco-terroriste autour justement de ces actions-là. Toi, qu'est-ce que ça t'évoque, ce terme-là ? C'est vraiment n'importe quoi. Déjà, c'est pas vraiment respectueux envers les vraies personnes qui sont victimes de terrorisme. Voilà, moi, je suis parisienne depuis très longtemps. Le 13 novembre 2015, et d'ailleurs en janvier aussi, mais le 13 novembre 2015, j'étais à Paris et on connaît
beaucoup de Parisiens connaissent des Sont marqués. victimes de ces attentats-là. Donc c'est vraiment irrespectueux de comparer des gens qui montent sur des arbres en disant ça serait cool d'arrêter de raser la forêt avant qu'on ait les retours des études pour prouver ou non qu'il y a des espèces protégées. Ça serait cool de ne pas les appeler terroristes quand il y a vraiment des gens autour de nous qui ont été victimes de terrorisme, quoi. Et toi, tu te réappropries un peu ce truc-là maintenant dans ton spectacle. Tu dis blagues. salut les éco-terroristes et tout. Est-ce que il y a aussi un peu cette idée qu'en fait c'est tellement ridicule qu'on n'a pas d'autre choix que de se le réapproprier pour montrer le ridicule de cette situation? Ouais, c'est vraiment la base du militantisme, c'est de reprendre les insultes qu'on nous envoie au visage et de se les réapproprier. Après, c'est ce dont je parle dans mon livre qui sort bientôt avec Guillaume Meurice, ça s'appelle Bouffon. Avec un S, et c'est des conversations entre Guillaume et moi sur l'humour, comment on rend drôle les choses, etc. Moi, je peux dire éco-terroriste en faisant des blagues parce que je suis connue pour être militante sur l'écologie. Je peux faire des blagues aussi de l'autodérision sur le féminisme, alors que dans la bouche de Guillaume Meurice, si Guillaume Meurice fait les vannes sur les féministes que moi je fais sur les féministes, il a pas le passe. Ça passe moins tout de suite, quoi. Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai invité récemment Ilias Mela dans un de mes spectacles qui a fait du stand-up sur le racisme en disant quelle blague raciste on avait le droit de dire ou pas dire. Moi, je vais pas me ramener la petite blanche bourgeoise faire des blagues sur le racisme, alors que lui, il a le droit puisqu'il fait de l'autodérision, qu'il est d'origine arabe et tout. Donc c'est trop intéressant, quoi, ces discussions sur l'humour qu'on a avec Guillaume. Ça dépend qui tu es, ça dépend d'où tu te places, ça dépend de quel est ton objectif. Et moi, j'adore faire des blagues sur le fait qu'on me traite d'éco-terroriste, puisque je le disais aussi dans des spectacles à un moment, je sais pas si c'est sur les réseaux sociaux, je pense pas, mais que moi j'aurais bien aimé allumer des poubelles pendant la révolution contre les retraites, pendant les manifs contre les retraites. Et je sais pas comment faire pour allumer une poubelle, en fait. Je sais pas mettre le feu à du plastique, en fait. Genre, je suis en galère, donc je pense pas être la plus dangereuse des éco-terroristes. Ouais. Et c'est déjà bientôt la fin de ce premier épisode de la saison 2 de Demain le Monde. Ce soir, on discute avec toi, Swan. Il faut que tu saches qu'ici, on est convaincus que l'humour, la musique, le cinéma, la littérature, mais en fait la culture au sens large, elle peut et elle doit nous aider à imaginer le monde qu'on a envie de voir arriver. Et ici, d'ailleurs, on ne binge-watch pas, on green-watch. On essaie de s'inspirer pour inventer demain. Louisa, toi, qu'est-ce que tu as green-watché ces derniers temps? Alors moi, je vais vous parler d'un documentaire qui s'appelle Vêtements toxiques, usine secrète, bienvenue chez Shein. Ce documentaire montre les coulisses de cette marque chinoise qui inonde nos dressings et pollue la planète au passage. On en a déjà un petit peu parlé ici dans la saison 1, mais si vous ne connaissez pas, Shein, c'est le boss de l'ultra fast fashion. Chaque jour, sur son site, Shein publie des milliers et milliers de nouveaux articles. Résultat, une production qui carbure à fond, avec des matières synthétiques bourrées de produits chimiques et un transport mondial qui explose l'empreinte carbone. Il y a aussi les droits humains qui sont totalement piétinés. Les conditions de travail des ouvriers, c'est une vraie catastrophe. Dans ces usines secrètes, les employés bossent jusqu'à 18 heures par jour, sans pause, pour des salaires misérables. Certains doivent même produire jusqu'à 500 vêtements par jour. C'est de l'exploitation pure et dure. Et en tant que consommateur, on a du pouvoir justement de se dire on arrête de consommer ça, mais même avant ça, on peut se dire qu'on va diminuer peut-être nos commandes sur Shein, on va diminuer la taille de nos paniers, peut-être pour commencer et consommer peut-être plus éthique quand on le peut. En tout cas, c'est un documentaire qui est dispo sur la chaîne YouTube de Slash, mais aussi sur le site de France TV. Et c'est hyper intéressant parce qu'on en discutait un petit peu avant l'émission. Et en fait, en tant que gens un petit peu sensibilisés sur ces questions, c'est des fois difficile de conseiller les gens de ne pas consommer là-dessus parce qu'en fait, c'est des fois la seule option pas chère. Et des fois, c'est un peu difficile, je trouve. Donc, c'est cool qu'il y ait des documentaires qui existent. Toi, je sais pas ce que c'est ton point de vue. Il y a autre chose qu'on peut faire qui est très simple, au-delà de ne pas consommer sur Shein. En ce moment, on peut interpeller François Bayrou. Je ne sais pas quand l'émission sort, mais en tout cas, il y a une loi qui est en train d'être réévaluée au Sénat qui va interdire en partie, en tout cas légiférer sur la fast fashion et donc handicaper Shein. Et en fait, vous pouvez juste partager, liker, taguer Bayrou. Ça aidera le combat. Le combat, voilà. Donc, si vous avez arrêté de culpabiliser, si vous avez 2-3 shorts Shein, mais partagez à fond, quoi. Et moi aujourd'hui je suis sur une reco lecture. Alors il y aura du YouTube, de la BD, des comptes Insta dans la semaine, mais aujourd'hui on greenwatch un essai. Voilà, ça s'appelle Reprendre la terre aux machines. C'est écrit collectivement par l'Atelier Paysan, donc c'est une coopérative qui accompagne des agriculteurs dans la fabrication de machines agricoles artisanales. Alors moi perso j'ai pas forcément l'habitude de lire des essais, mais là je me suis chauffé, j'ai vraiment appris plein de trucs. En fait ce livre il raconte toute l'histoire de l'agriculture depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et surtout il explique qui sont les gagnants et qui sont les perdants. Alors les perdants déjà c'est
les agriculteurs eux-mêmes. Ils étaient 7,5 millions en 1946, aujourd'hui ils sont plus que 400 000. Et en fait ils sont plus indépendants du tout pour la plupart. Ils étaient chefs d'exploitation, ils sont devenus ouvriers. Pour la grande majorité d'entre eux, ils sont obligés de s'endetter pour acheter du matos, pour acheter des pesticides, de la nourriture animale. Ils sont plus vraiment maîtres de leur exploitation et en fait ça devient difficile pour eux de survivre dans ce système où ils sont encouragés à produire toujours plus pour toujours moins cher. Ensuite on a les consommateurs, eux ils sont gagnants dans le sens où les dépenses qu'on fait dans l'alimentation, elles ont été divisées par 2 depuis 50 ans, mais on est aussi surtout perdant parce qu'on sait que tout ce qu'on mange c'est contaminé par des microplastiques, des résidus de pesticides, des perturbateurs endocriniens et j'en passe. Et les grands gagnants de l'affaire, c'est l'agro-industrie, donc ceux qui promeuvent l'agriculture industrielle, la FNSEA qui est le syndicat majoritaire, même s'il se fait un peu grignoter par la coordination rurale qui est proche de l'extrême droite, et puis aussi les grosses entreprises de machines agricoles, de pesticides, de semences. Donc voilà, en gros, la conclusion de cet essai, c'est que si on veut reprendre la main sur notre alimentation, il faut reprendre la terre aux machines et à l'agro-industrie. Il y a quelques pistes de solutions à la fin, le tableau n'est pas tout noir, donc je vous le recommande chaudement. Toi, Swan, est-ce que l'agriculture, c'est une thématique qui t'intéresse particulièrement ? Oui, parce que figurez-vous que j'ai mis beaucoup de temps à percer, même si on me voit remplir les salles aujourd'hui. Et pendant plusieurs années, je faisais un job alimentaire qui était en fait vendeuse de légumes au marché. Donc moi, je suis incapable de faire pousser de la coriandre, même malgré mes multiples tentatives. En revanche, je vendais de la coriandre et plein d'autres légumes, fruits et légumes qui avaient poussé dans les mains de mes patronnes, qui n'étaient que des femmes, qui étaient elles-mêmes productrices en Normandie. J'essaye d'aller les voir de temps en temps pour acheter des légumes et en effet, elles sont frappées de plein fouet par la crise agricole. Et donc, moi, je me suis rendu compte, voilà, en vendant des échalotes, de l'ail, des pommes, des poires, que s'il y avait un coup de froid, si tout à coup ça devenait trop cher de payer des gens pour cueillir des groseilles, et ça avait un impact en fait sur leur business. Fragile. C'était des femmes qui prenaient un jour de congé par an. C'était le 25 décembre. Elles travaillaient, elles étaient au marché, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle, et je le sais parce que moi aussi, et j'avais le seum. Donc voilà, moi j'envoie beaucoup de courage aux agriculteurs et agricultrices et beaucoup de courage à ceux qui essayent de se battre justement pour faire une agriculture plus saine, mais de façon très durable. Et voilà pourquoi il faut reprendre la terre aux machines. Donc il y a ça, le docu/slash vêtements toxiques, usine secrète, bienvenue chez Shein. C'est ce qu'on vous conseille de greenwatcher dès que possible. Demain le monde, avec Valentin et Louisa. Move. Et si on vous parle de tout ça, vous l'avez compris, c'est parce qu'ici, dans Demain le monde, on est persuadé que la culture, elle peut nous aider à bâtir un monde plus durable, plus vivable pour tout le monde. Toi, Swan, tu as décidé de faire du spectacle vivant pour aller directement à la rencontre du public, sans intermédiaire, sans réseau. C'est quoi les retours que tu peux avoir de ton public après les représentations ? Est-ce que les gens sont galvanisés ? Est-ce que ça leur donne envie de s'engager aussi parfois ? Tout à fait. Quand je joue mon spectacle Calme, donc, qui parle de colère et de féminisme, parfois il y a des gens qui m'écrivent en disant j'ai largué mon mec grâce à toi. Donc je me dis c'est vraiment encore presque dans les couloirs tout à l'heure on t'a fait une réflexion de ce type, donc c'est que vraiment cette vidéo vraiment... le pompon sur la Garonne, le life goal, ça c'est vraiment trop chouette et surtout des gens qui osent ouvrir en fait le débat ou la conversation même en couple sur les violences sexistes et sexuelles. Ça j'en ai vraiment beaucoup des femmes qui me disent j'ai pu enfin raconter à mon mec, je suis rentrée à la maison, je lui ai raconté tous les viols et agressions sexuelles que j'ai subies, donc c'est bouleversant, mais en fait les gens ils rigolent, ils pleurent souvent de rire et parfois d'émotion parce qu'il y a aussi des moments émouvants dans le spectacle, et puis après ils osent parler de ça, ils et surtout elles en réalité osent parler de ça avec leur partenaire ou leur famille. Ça c'est vraiment un honneur. Et puis j'essaie de mettre aussi des spectacles gratuits en ligne, donc parce que j'ai une super équipe avec laquelle je travaille qui m'aide à faire des vidéos, donc j'ai mis 2 spectacles en ligne, un peu d'actu, un qui s'appelle Dernier spectacle avant la fin du monde, qui était pendant les élections législatives anticipées, et un récemment qui s'appelle « Y a plus le temps », donc inspiré de « Y a plus de saison » qui est mon programme écolo. Là c'était un spectacle voilà, contre la montée du fascisme, mais on est resté quand même dans la vibe écolo, puisque y a Planète Boom Boom donc, qui est venu chanter à la fin du spectacle notamment des sons, et ce célèbre son qui s'appelle « Retraite, climat, même combat ». Pas de retraités sur une planète brûlée. Je recommande, c'est vraiment un collectif incroyable. À la fin il y avait 800 personnes debout dans le théâtre de la Madeleine
qui faisait des doigts d'honneur en l'air pour lutter contre l'ancien Front National, donc le Rassemblement National aujourd'hui. Donc ça, c'est incroyable quoi, d'avoir 800 personnes qui crient comme ça. Et il y avait aussi Paloma Moritz qui a été invitée pour montrer le lien en fait entre le fascisme et l'écologie, enfin la non-écologie en l'occurrence. C'est super intéressant. En fait, on voit de plus en plus que ces combats-là, ils sont liés et que la justice sociale et l'écologie ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. On en est convaincus. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a avancé sur plein de luttes, mais sur l'écologie, ça reste un petit peu compliqué. Toi, tu essaies de rendre le sujet le plus sexy possible. Depuis des années maintenant, quel bilan tu en dresses pour l'instant ? Et ça me fait du bien parce que je me dis si les gens rigolent à mes blagues et que je suis hyper bonne, ça va être encore plus convaincant. Donc je bosse, les mèches blondes, faites que avec de la maïzena, pas du tout. Le sport le physique d'athlète et tout. Non, enfin, c'est trop bien de réussir à faire rire, à mouvoir les gens. On se rend compte aussi qu'il y a des angoisses qui sont partagées. Encore une fois, en ce moment, je monte sur scène en disant je ne sais plus où donner de la tête tellement j'ai de l'inspiration. Et je pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour la société. Il y a Guillermo Guise qui vient de finir l'exploitation d'un spectacle qu'il a joué pendant plusieurs années, mais dans laquelle il parlait, c'est une société qui est prête à donner autant d'argent à des gens pour rire. C'est pas une bonne nouvelle non plus. En revanche, je sais que j'ai aidé des gens en toute modestie, peut-être pas beaucoup, mais certains qui m'écrivent à sortir de la sidération, à s'engager dans des assos, à tout simplement changer de travail ou à réduire leur temps de travail pour passer plus de temps avec leurs proches et préserver ce qui compte le plus, c'est-à-dire pas la consommation, la possession, mais passer du temps avec ses proches, se consacrer... passer du temps pour être en bonne santé, élever ses enfants comme il faut, etc. Swan, c'est un super mot de la fin que tu viens de nous faire là. Je rappelle que ton livre avec Guillaume Meurice, donc Bouffon, l'humour est-il un sport de combat, arrive le 11 avril prochain. Il y a des dates au Trianon qui sont complètes. Il y a toute une tournée en France. Il y a un Olympia. Rappelle-moi les dates. 22 et 23 septembre. 22 et 23 septembre. Il y a ton podcast, il y a plus de saison qu'on peut continuer à suivre sur YouTube. Il y en a un avec MC Danse pour le climat qui arrive dans très peu de temps. On peut suivre toute ton actualité sur les réseaux. Demain, on sera avec Luciole. Vous l'avez peut-être connue pour son travail de l'ombre auprès de la chaîne Golden Moustache ou d'importants youtubeurs. Aujourd'hui, elle est autrice de bande dessinée et créatrice de contenu. On lui parlera de son engagement au travers des réseaux et auprès de l'association de protection des requins en Méditerranée, Aileron. Bref, soyez présents demain sur Move à 21h. Merci beaucoup, Swan, d'avoir été là ce soir. C'était un vrai plaisir de t'accueillir. Plaisir partagé. Bravo pour tout le travail. Merci aussi à Achille à la technique, à Jihad à la vidéo. Demain, on se retrouve même heure, même lieu avec Luciole. D'ici là, prenez soin de vous et ne baissez jamais les bras. Ciao, ciao, Salut. ciao.